Bienvenue à cette émission dont je suis le créateur depuis le début, qui est l'imposteur. Pour présenter le concept à nos téléspectateurs, c'est très simple. Nous allons recevoir Doomit deux personnes différentes qui ont soit un métier, soit une passion en commun, mais l'un des deux est un imposteur. Et là, c'est quoi le thème alors? Alors là, notre thème, ce sont les gauchistes. On va recevoir deux militants de gauche, mais l'un des deux est un imposteur. Est-ce qu'on fait rentrer le premier candidat? Allez, premier candidat! Premier candidat. Les mêmes causes aboutissent bien souvent aux mêmes conséquences. Le printemps républicain, né officiellement en mars 2016, n'est pas une créature apparue ex nihilo pour brouiller nos repères entre la gauche et la droite. C'est une mauvaise herbe au développement insidieux qui a poussé dans un terreau fertile à sa création. Nous avons 1 an et 10 vidéos pour explorer ensemble chacune de ses ramifications, chaque petite brèche par laquelle il s'est infiltré dans la société française pour l'abîmer de ses prétentions universalistes. Un historique s'impose nécessairement pour la première vidéo qui traite enfin officiellement de ce mouvement. Dans cette courte vidéo entre guillemets divisée en 2 parties, la première presque muette et la seconde d'analyse, il va falloir poser les bases. Le manifeste du printemps républicain, annonciateur d'une décennie politique floue et ambiguë, fut rédigé comme la conséquence de son époque. À ce titre, s'il a la qualité de rester un témoin de l'histoire de la seconde moitié des années 2010 en France, il n'en restera à l'avenir probablement rien de plus. Ce fameux terreau, le fond de son manifeste, c'est ce qu'il convient d'analyser aussi strictement que possible ensemble, et si d'aventure la première partie vous semblerait pénible à visionner, sachez que la seconde démarre à ce timecode précis et que le cœur de cet épisode s'y trouve. Si le visionnage du premier chapitre vous est donc douloureux, c'est à ce timecode qu'on se retrouve. Mais d'abord, il existe différentes façons de définir rigoureusement ce que l'on entend par les mots gauche ou extrême droite. La définition que je m'apprête à vous proposer ne se veut ni réellement rigoureuse ni universitaire, mais vous permettra de comprendre un peu mieux durant toute cette année ce que j'entends dans ma tête lorsque j'utilise ces termes qui nous semblent évidents, mais que l'on a vidés de leur substance au cours du temps. Et pour illustrer ce propos, quoi de mieux que de laisser la parole à l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire reconvertie en coach en masculinité, Thaïs Descuffon, qui a une anecdote à vous raconter. Imaginez que vous êtes dans une rame de métro. Un SDF violent sous l'emprise de la drogue commence à s'en prendre à une femme avec un enfant en hurlant qu'il veut la tuer. Tout le monde regarde, personne n'agit, sauf un homme, un ancien militaire qui intervient et maîtrise la situation. Il immobilise l'attaquant et l'empêche de commettre son agression. Ce scénario n'est pas une fiction, cet ancien militaire s'appelle Daniel Penny. Dans le métro de New York, il neutralise Jordan Neely, un SDF toxicomane complètement instable et dangereux. C'est une excellente façon pour choisir un point de départ, plutôt anecdotique, mais qui va permettre d'avancer mes définitions. Dans un métro new-yorkais, un sans-abri en pleine crise de dépendance à une drogue dure agresse une femme. Un homme est obligé d'intervenir. Thaïs Descuffon base ensuite les 20 minutes de son argumentaire autour de ce fait divers, et on comprend que l'extrême droite est avant toute autre chose un parti de l'instant présent et du symptôme. Explication. L'extrême droite développe systématiquement ses programmes politiques en les articulant autour de faits divers. Bien sûr, la fonction principale de cette démarche reste de titiller les affects xénophobes et réactionnaires de sa base électorale, mais pas seulement. Cette façon de faire les ancre définitivement dans l'instant présent. L'extrême droite propose des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. On est là dans une démarche symétriquement opposée à celle d'une gauche marxiste révolutionnaire, pour qui seul compte le possible, le changement, le lendemain. La politique d'une gauche foncièrement radicale s'ancre toujours dans l'espoir d'une transformation, tentant ainsi de poser sur les faits sociaux contemporains à son époque un regard révolutionnaire tourné vers l'avenir. Au contraire, l'extrême droite est un parti de l'instant, convoquant les affects d'une société d'hier totalement fantasmée, tandis que la gauche révolutionnaire est un parti de la transformation, qui convoque les espoirs d'une société égalitaire à repenser. Puis Thaïs développe son propos dans une vision symptomatique des solutions à proposer, absolument caractéristique de l'extrême droite. Pour résoudre le problème de la violence dans le métro new-yorkais, mettons-y plus d'hommes, plus de représentants de l'autorité. Chassons les femmes des métiers du maintien de l'ordre puisqu'elles sont inaptes aux confrontations physiques. La gauche révolutionnaire s'intéresse peu aux faits divers, mais quand elle le fait, c'est par le prisme de la transformation. Une société qui pourvoit à tous ses habitants un logement décent et un accès gratuit et facile à des soins médicaux ne produit plus de déshérités vivant sous les ponts ou sur les grilles à peine réchauffées des bouches de métro, et les addictions sont prises en charge par l'État avant qu'elles ne détruisent des vies. La différence entre ces deux visions ?
L'extrême droite propose de soulager le symptôme. Une gauche radicale d'en purifier les racines. Et le rapport avec le sujet ? Comment est-ce que vous classeriez le printemps républicain politiquement ? Un courant purement d'extrême droite ? Sur certaines prises de position, difficile de vous donner tort, mais c'est aussi dangereux de généraliser pleinement cette affirmation. Un courant de gauche ? Alors ça reste à démontrer. Si l'on s'en tient à cette stricte définition, certes sommaire de l'extrême droite, comme étant un parti et un courant de pensée basé sur l'instant présent et sur le traitement de ses symptômes par des méthodes choc, sans penser aux causes sociales de leur survenue et sans y proposer la moindre solution, peut-être qu'on y verra déjà un petit peu plus clair. Je vous l'ai dit en tout début de vidéo que le printemps républicain n'était pas un monstre fabriqué ex nihilo par un créateur fou. Il est le prolongement logique de ce qu'une graine, plantée dans un terreau infesté, finit par faire grandir en son sein. Une pieuvre tentaculaire aux ramifications infinies qui souille tout ce qu'elle touche au contact de sa pensée. J'exagère certainement un peu, mais sans doute est-il temps de se pencher sur ce qui, précisément, a constitué le terreau de sa naissance. Car si mars 2016 marque la naissance du printemps républicain, l'année qui a précédé sa création a été marquée par de nombreux événements politiques majeurs. Allez, premier candidat. Premier candidat. Bonjour. Cœur. Ah ouais, la vache. Oh putain, ouais, super la tenue, super le t-shirt. Et ils l'ont bien habillé. Hein. Ah oui, là, c'est, Ouais. on y croirait presque. On y croirait presque. Alors, écoute, comment t'appelles-tu ? Présente-toi. Bien bonjour, je m'appelle Mussolino, j'ai 33 ans et je suis de gauche. C'est en référence à quoi? Ça vient d'où ce nom? Ça vient de mes parents qui étaient fans de l'action politique générale d'un homme politique italien qui a surtout œuvré dans les années 30 ou 40. Tu es de gauche, mais tu es de gauche depuis quand exactement ? Alors, ce qui m'a fait devenir de gauche, c'était pendant les manifestations quand le Front National est passé pour la première fois au deuxième tour avec Jean-Marie Le Pen. Et donc, il y avait des manifestations dans mon lycée. Et donc, j'ai choisi de participer à ces manifestations en allant chercher les surveillants pour casser les barricades qui avaient été faites par les élèves, puisqu'en fait, ils m'empêchaient de jouir de ma propre liberté, de pouvoir assister à mes cours. En plus de ça, ce jour-là, j'étais plus ou moins fâché parce qu'il y avait quand même des cours de latin. Et genre, t'as un slogan pour tes combats militants? Un slogan type de gauche que tu utilises régulièrement ? Oui, alors moi j'ai un slogan de gauche que j'aime bien. Le slogan c'est MeToo, mais pas trop. Ouais, ça se tient, mais en plus, il y a le problème des fausses accusations. Oui, voilà, les fausses accusations c'est quand même un fléau, surtout quand ça touche les blancs. Une fois, j'étais à la boulangerie et j'ai été accusé faussement par le boulanger de leur avoir piqué un pain au chocolat. Et donc, tout ça pour dire que les fausses accusations, ça me connaît et je rejoins tout à fait les propos de... Pour l'instant, Mussolino. est-ce qu'on va sur un terrain un peu d'actualité ? Ouais, vas-y, carrément. Ok. Qu'est-ce que c'est ta position, Mussolino, sur Gaza, les événements tragiques qui ont eu lieu en Israël ces derniers jours ? Sur Gaza, j'ai une position de gauche classique, c'est-à-dire que pour que tout le monde puisse vivre en sécurité, je propose moi un système à deux États. D'un côté Israël, et de l'autre côté... Oui, non, rien. Ok, ouais. Tu penses que c'est de gauche, ça te convainc? Écoute, non, pour l'instant, je vais attendre le deuxième. À mon avis, t'es en train de me la faire à l'envers. Non. Tu le connais. Est-ce que tu as une autre question pour Mussolino ? Je crois qu'on a fait. Ah si, peut-être une question. Quelle est ta... Je peux la poser? C'est laquelle ? Quelle est ta position sur les ultra riches, Benito Mussolino? Moi, je pense que je peux comprendre un petit peu que les gens soient, on va dire, choqués par le fait qu'il y ait des gens qui gagnent des milliards alors que d'autres touchent le SMIC. Je crois qu'on doit être le SMIC à 7-8 000 euros, un truc comme ça en ce moment. Mais j'ai quand même envie de rappeler que les milliardaires, ils travaillent beaucoup et ils se sont fait tout seuls. Ouais, c'est vrai qu'ils bossent beaucoup. Oui. Bon, t'en as pensé quoi, toi? Écoute, pour l'instant, moi j'ai 2-3 red flags. Mais pour le reste, j'ai trouvé son discours clair. Il me semble qu'on est pour l'instant sur un truc... voilà. Mais il va falloir quand même comparer, je pense. Hein. Ouais, bon, on fait entrer l'autre invité. Eh ben, faisons entrer l'autre invité. Ou ton imposteur. Ou ton imposteur à toi. Allez, faites entrer l'imposteur. Faites entrer le candidat numéro 2. Allez. Pour qu'un mouvement de l'envergure du printemps républicain puisse naître, il faut des conditions d'apparition favorables. Que ce mouvement soit né dans les rangs de l'Assemblée nationale par des dirigeants du PS, comme on le verra en détail dans la seconde partie, n'a finalement pas grand-chose de surprenant.
La montée de Jean-Luc Mélenchon n'est évidemment pas étrangère à une telle réaction réactionnaire de la gauche. Une gauche radicale qui prend de l'ampleur en France, ça n'était plus arrivé depuis plusieurs décennies. Alors, ce qu'il restait du PS à l'Assemblée nationale, juste avant l'ascension d'Emmanuel Macron, commence à réaliser une chose. Elle ne pourra plus continuer ainsi, sans commencer à chasser sur des terres autrefois réservées au Rassemblement national. De nombreux événements émailleront l'histoire récente de la France, événements sur lesquels le printemps républicain se positionnera et influencera l'aile gauche macroniste dans les années à venir. C'est tout le sujet de cette série de vidéos dont les sorties sont prévues les 15 de chaque mois et ce jusqu'à la fin de l'année. De vocation universaliste, frontalement en opposition avec le développement de l'islam en France, les courants progressistes, décoloniaux, antiracistes, féministes ou encore LGBTQIA+, le printemps républicain ne s'oppose pas à du vent. Il s'oppose à une succession de faits majeurs, ayant pour conséquence une désunion nationale quant à la manière de les considérer politiquement. Disons les choses. En mars 2016, le printemps républicain est né d'un véritable chaos démocratique. Et le retour en arrière sur ces 18 mois qui précèdent sa création s'annonce particulièrement pénible. L'un des témoins dit qu'il a entendu un déclic derrière lui, il s'est retourné. À ce moment-là, l'homme a ouvert le feu. Les 2 policiers municipaux sont touchés. L'un des policiers municipaux qu'on a vu partir tout à l'heure dans ce camion de réanimation des pompiers, on était en train de lui faire un massage cardiaque. Ce qui veut Qui survolaient le site, dont des Pumas de l'armée de l'air. Les gendarmes ont progressivement fait reculer les journalistes et les badauds venus assister à la scène. Dimanche, ces phrases ont trouvé une résonance mondiale. D'abord au sein même de l'Union européenne, notamment à Madrid, Berlin, Athènes, Lisbonne ou même Londres. Dans la capitale britannique, à Trafalgar Square, la foule a brandi crayons et pancartes et a entonné la Marseillaise. Mise en place en janvier 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo, l'opération Sentinelle va être redéployée pour gagner en efficacité. Les effectifs resteront en revanche inchangés. 7000 hommes toujours mobilisés en permanence, notamment autour des sites sensibles, gares, aéroports, sites. Hier soir encore, malgré la nuit noire, des techniciens en identification criminelle continuaient d'effectuer des prélèvements ADN pour faire progresser l'enquête rapidement. Pas d'inscription ou de tag ni de revendication, mais des centaines de stèles renversées, des pierres tombales brisées. On va donc voter la poursuite de la grève qui est pour. 26 abstentions et 12 voix contre la fin de la grève. Les salariés ont tranché, le mouvement social de Radio France se poursuit donc et entre aujourd'hui dans son 27e jour de conflit. Les 3 jours marathon de médiation n'auront pas abouti. La grève a été reconduite pour accompagner une demande via une lettre à la tutelle, donc au ministère de la Culture. On va revenir sur cette attaque dont TV5 Monde a été victime hier soir et qui apparemment est toujours en cours. Les téléspectateurs de votre chaîne ont pu voir ça hier soir à 22h. Le 8 avril, à 22h, heure de Paris, TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque d'une très grande puissance. Qui va être au bord de la mer, sur le site de Darboussier. Alors ça évidemment, ça parle à ceux qui connaissent bien cette île. Ce site de Darboussier, c'est un ancien site technique, un ancien site industriel. Qu'est-ce qu'on y faisait? On retourne à l'île. Sophie Neumayer, ça y est, la décision vient d'être rendue. Dominique Strauss-Kahn est bel et bien relaxé. Oui, effectivement, relaxé pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Il estime le président du tribunal. François Hollande convoque un conseil de défense au lendemain des révélations de Wikileaks.
Selon les documents publiés hier par le site internet, au moins 3 présidents français ont été mis sur écoute par les États-Unis entre 2006 et 2012, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, ainsi que l'actuel chef de l'État. Est désigné par référence aux personnes faisant l'objet de la demande prévue à l'article L221-2 du Code de la sécurité intérieure. En 76, monsieur le ministre. Alors cet amendement est un amendement que le gouvernement tient, qui est important pour les... 10h ce matin, une forte explosion secoue le site de la société Air Product. L'attaque est menée par 1 ou 2 individus à bord d'une camionnette. Ils auraient forcé le barrage à l'entrée de ce site classé Céveso. Dans la cour, le véhicule percute des bonbonnes de gaz provoquant l'explosion. Un des individus tente d'ouvrir des bouteilles d'oxygène pour déclencher une seconde détonation. Les forces de sécurité, pompiers et gendarmes interviennent. Ils maîtrisent le suspect. Dès hier soir, ils se sont lancés dans une véritable offensive médiatique. Manuel Valls et Emmanuel Macron présents simultanément sur les 2 grandes chaînes nationales pour justifier leur choix et affirmer leur autorité. Au lendemain de cette décision radicale, c'est François Hollande qui est monté en première ligne, invoquant au Conseil des ministres une décision destinée à aller vite et à ne pas prendre de risques. La nécessité, parler d'une seule voix. Le maître mot, continuer à réformer. La réforme. Nous allons continuer à réformer, c'est le besoin du pays. À l'Assemblée cet après-midi, Manuel Valls affiche sa détermination face aux ultimes provocations. Vous devriez tirer de votre propre incapacité à réformer le pays beaucoup d'autres conséquences, y compris celle de votre propre présence à la tête du gouvernement. Soyez certains de quelque chose. Voici donc le déroulé des faits, tel qu'il résulte des déclarations des victimes et témoins des premières constatations. Éléments dont vous avez largement parlé et donc pour une grande partie d'entre eux que vous connaissez déjà. Le 21 août 2015, le train Thalys numéro 9364 quittait donc Amsterdam à 15h17 à destination de Paris et il effectuait des arrêts en gare de Schiphol, Rotterdam, Anvers, Bruxelles. Après plusieurs jours de suspense, Myriam El Khomri, 37 ans, succède donc à François Rebsamen, rue de Grenelle, au ministère de l'Emploi. Ils attaquent coordonnées en 33 minutes. Tout commence à 21h20 au Stade de France. Un bruit assourdissant. À l'extérieur de l'enceinte porte D, un kamikaze vient de se faire exploser. Voici le résultat du scrutin. Pour 317 contre 199, l'Assemblée nationale a adopté. Peu d'applaudissements, pas de discours dans l'hémicycle après le vote et pourtant... Dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier, il faut un rassemblement de tous ceux qui peuvent réellement lutter contre cette armée. Comment il y a des démarches d'efficience, des dépenses de santé élaborées dans le cadre d'un dialogue entre les industriels et les pouvoirs publics. C'est ainsi, afin de réaliser des économies qui permettront de maintenir... Chantal a toujours eu de bons rapports avec ses locataires, sauf avec l'un d'entre eux. Il est parti sans laisser d'adresse. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Tout est allé très vite, la manifestation avait bien commencé, pendant 3 quarts d'heure tout le monde avait défilé dans le calme et puis soudainement ces casseurs sont intervenus, ils ont pris la tête du cortège, ils ont interrompu le cortège et puis ça y est, ils s'en prennent aux forces de l'ordre et les premiers fumigènes des forces de l'ordre qui sont lancés en direction de ces casseurs pour essayer de les faire reculer. C'est un mouvement en fait qui, sur cette place, va rassembler toutes les revendications. Ça va un peu dans tous les sens. Mais du coup, on voit pas mal de trucs intéressants, des sujets qui sont pas débattus d'habitude, qui là sont débattus. Et moi, je suis là en tant que musicien avant tout. C'est mon activité, donc voilà, je participe à ce niveau-là beaucoup après la tombée de la nuit et ça permet de garder une ambiance joyeuse et pas être trop dans le sérieux, quoi. Mais au-delà de ça, j'aime aussi voilà tout le changement que ça pourrait apporter. J'ai l'impression dans les consciences, ça rend possible des choses qui ont l'air impossibles depuis de nombreuses années, des choses qui sont cloisonnées, des choses tout le système est bloqué.
Allez, faites entrer l'imposteur. Enfin, faites entrer le candidat numéro 2. Allez. Ah ouais, alors lui, soit il est de gauche, Bonjour. soit il est mal habillé. Je pense que les deux peuvent aller ensemble. Les deux peuvent aller ensemble. Pas de faux dilemme, comme dirait l'autre. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Ernesto Che Guevara. C'est quoi? C'est en référence à quoi, ça? C'est quoi ce nom? Oui, le révolutionnaire chilien, oui. Ernesto Che Guevara. Cuba aussi, ça vous dit quelque chose? Bah écoute, on va comparer les deux. Ernesto, qu'est-ce qui t'a fait devenir de gauche, toi? C'était quoi le déclencheur? Ce qui m'a fait devenir de gauche, je dirais que c'est en 2009 en Guadeloupe, la grève du LKP. Ça a été une grève générale qui a duré 44 jours et en fait, à l'époque, j'étais un petit peu entre deux, quoi. J'étais pas très politisé. Et à force de voir les gens se faire matraquer, garder à vue, gazer, à coup de matraque, en fait, on apprend à être de gauche, je pense. Et alors du coup, est-ce que toi, tu as un slogan? Donc on a entendu le slogan tout à l'heure de Mussolino. Est-ce que toi, tu as un slogan de gauche? Slogan, je sais pas, la première manif que j'ai faite, c'était Le Pen facho, le peuple aura ta peau. C'est violent, quand même. Ah ouais, la vache, aura ta peau? À mon avis, lui, il est plutôt d'extrême droite. Hein. Les types qui veulent avoir la peau des gens, c'est plutôt des fachos, quoi. Bah, la peine de mort, c'est un truc d'extrême droite, ouais. Sauf si c'est demandé contre les tueurs immigrés, ouais. Ta position à toi sur le conflit là qui se passe en Israël, là, les Israéliens qui sont un petit peu titillés chez eux là, c'est quoi ta position de gauche à toi? Gaza, vous savez, en plus comme j'ai grandi avec les luttes anticolonialistes, pour moi Gaza c'est une colonie, donc il y a un conflit israélo-palestinien. Alors c'est vrai qu'il y a des juifs qui ont été assassinés par le Hamas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? T'as entendu? Bah continuez sur le conflit, mais on vous a l'œil. Bon, je suis un peu perturbé là. Donc des juifs ont été assassinés par le Hamas et là, la riposte est une riposte colonialiste, quoi. Je crois que je vais me ranger du côté des instances internationales. Il y a un génocide, à minima un nettoyage ethnique, et l'autre là qui veut créer son espèce de Rivera. Le gars, il croit quoi? Qu'on va mettre des casinos à Gaza? Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est de la provocation? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. C'est quoi les prochaines questions là? Ok, Ernesto. Ernesto, c'est ça? Drôle de prénom, quand même. C'est quoi ta position sur les ultra riches, sur les gens très riches, Ernesto? Allez. Bah écoutez, les ultra riches, c'est simple. Hein. Au bout d'un moment, on va pas se raconter d'histoire. Cet argent-là, ils l'ont pas gagné en travaillant. Sans même aller jusqu'à demander la révolution communiste. Voilà. Sans même aller jusqu'à demander le grand soir. Je crois qu'on peut dire de manière assez raisonnable que, on peut au moins à minima les taxer et redistribuer un partage plus équitable de la valeur. Puis après, on verra s'il est possible effectivement de récupérer carrément les moyens de production. Mais pour l'instant, déjà, étape par étape, hein, petit pas par petit pas, comme dirait l'autre. Esprit Kaizen, de la révolution. Taxer les milliardaires? Mais pourquoi? Très bien. Bon, on peut lancer les activités. Enfin, y a allez, on lance les activités. C'est parti. Jingle. Ils étaient une douzaine de fondateurs en mars 2016. Peut-être un peu plus. Parmi le peu d'archives qu'il reste de la fondation du Printemps républicain, 8 noms reviennent malgré tout. Ils sont donc les cofondateurs, ils ont des parcours très singuliers, on va les passer rapidement en revue. Laurent Bouvet, politologue, ancien secrétaire de l'UNEF et ancien militant à SOS Racisme, dont il pensait déjà du mal à l'époque selon ses propres dires. Il popularise la notion d'insécurité culturelle chère au Printemps républicain, qui justifie selon lui les votes RN des classes populaires, et il a siégé au Conseil des sages de la laïcité. Il décède malheureusement en 2021 à l'âge de 53 ans des suites d'une sclérose latérale amyotrophique. Gilles Clavreul, militant politique et laïcard revendiqué. Né de 2 parents psychanalystes, ancien chargé de mission pour Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avant de devenir l'un des conseillers de François Hollande, il a relayé plusieurs fois la même fake news au sujet de l'agression imaginaire d'une femme en burkini, il a été épinglé par Mediapart pour ses 40 000 € de dépenses de taxi en 2 ans payés avec de l'argent public, et a rédigé l'accord sur la laïcité promulgué par Valérie Pécresse en 2022. Marc Cohen, journaliste, ancien rédacteur en chef du magazine d'extrême droite Causeur, ancien proche d'Alain Soral dans les années 90 et 2000, c'est une personnalité très discrète médiatiquement dont on ne connaît presque rien. Ancien rédacteur dans l'Idiot International où il représentait la branche dite communiste du journal, il en fut brièvement le rédacteur en chef avant la fermeture du journal suite à de nombreuses condamnations judiciaires. Denis Maillard, philosophe politique, beaucoup moins critique, voire très sceptique quant à l'existence du wokisme, contrairement à ses collègues du Printemps républicain qui en font l'un des ennemis principaux. Il s'intéresse beaucoup à la notion de travail et sa pénibilité, malheureusement nos points communs s'arrêtent là, puisqu'il dénonce également une époque qu'il appelle l'époque victimaire, et il parle même de guerre identitaire qui couve en France. Jérôme Olivier Delble, architecte,
parce que pourquoi pas un architecte, est un critique inaltérable de la France insoumise et de Rima Hassan en particulier. Il est réputé pour être extrêmement agressif sur les réseaux sociaux, et Rokhaya Diallo s'est plaint de harcèlement numérique de sa part. Connu également pour relayer de nombreuses fake news d'extrême droite, il a fait de la laïcité son combat numéro 1. Valérie Maupas, directrice de communication, ancienne responsable de la communication de la CFDT, elle a créé l'association Socialisme et Judaïsme tout en militant pour la laïcité, ne cherchez pas la logique. Elle ne cesse de faire passer les députés de la France insoumise pour des islamistes pro-Hamas et est un soutien actif de la politique macroniste dont elle défend le bilan et les députés. Yael Mellul, ancienne avocate pénaliste, elle était alors spécialisée sur les questions des violences conjugales. Elle a participé au retrait de la vente d'un ouvrage d'Alain Soral à la Fnac en 2014 et elle est chroniqueuse depuis 2019 à Sud Radio. C'est un fervent soutien de la politique menée par Netanyahou. Précisons tout de même que sur les questions de violence masculine, elle semble systématiquement à l'endroit et du côté des victimes, à ma connaissance en tout cas. Et enfin, Amin El-Khatmi, politicien et membre du Parti Socialiste, il est devenu en 2024 le conseiller en laïcité de Valérie Pécresse. Évincé du conseil du PS en 2017 pour avoir soutenu la candidature d'Emmanuel Macron, il participe au lancement du magazine trimestriel Livre Noir, je ne comprends rien à son parcours politique, et il est régulièrement invité sur CNews et sur Sud Radio où il anime des chroniques régulières. Bien, on a la troupe au complet. Une troupe hétéroclite, comme vous avez pu vous en apercevoir, qui s'est réunie en réaction aux attentats en France autour de la notion de laïcité et des dangers de l'islamisme. C'est en tout cas ce qui les a réunis dans un premier temps, mais au cours de cette année 2025, nous aurons largement l'occasion de revenir sur leurs innombrables prises de position concernant différentes questions sociales. Pour l'heure, ces 8 principaux acteurs de la création du printemps républicain étant désormais présentés, il est temps de se pencher sur leur texte fondateur, le manifeste du printemps républicain, qui, s'il donne le ton, n'est pas tout à fait représentatif de l'ensemble des prises de position du mouvement. Mais puisqu'il faut bien commencer quelque part, considérons ce manifeste comme leur incipit et analysons ces 13 paragraphes un à un qui, petite particularité, ont été envoyés par les membres fondateurs à 2 journaux qui s'en sont fait le relais, Marianne et Causeur. Rien que le choix de ces 2 magazines comme caisse d'écho suffit à montrer le désordre politique dans leur tête. Ce manifeste, comme vous allez pouvoir le constater, a quelque chose de remarquable, c'est que ses rédacteurs et ses signataires n'ont cessé de le contredire sur tous ces points, quand ce n'est pas la réalité des faits qui s'est chargée de le démentir de A à Z. 2015 fut une année tragique. Les attentats qui ont par 2 fois ensanglanté Paris ont introduit au cœur de notre pays ce terroriste islamiste qui répand partout dans le monde son projet mortifère. Face à cette menace désormais pressante et permanente, la réaction de nos compatriotes a été admirable. Il n'y a eu ni panique, ni fuite en avant. Alors que l'organisation État islamique a revendiqué cette vague d'attentats, la France bombarde le fief de l'organisation terroriste. On était informé par le président de la mosquée de Givors que la mosquée a été taguée dehors musulmans, hors d'Europe. Nous avons recensé en ces jours derniers le triple des actes qui ont été quantifiés en 2014. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en cette courte période, nous avons recensé pratiquement 60 actes islamophobes dans toute la France. Des insultes et des messages de haine, il ne reste plus rien. Dès lundi, ils ont été nettoyés de la façade du mur de la mosquée de Vendœuvre-les-Nancy. Mais les fidèles ont eu la mauvaise surprise samedi dernier de découvrir ces inscriptions à caractère raciste. Cet acte ne fait suite qu'à une longue série de profanations. Ce n'est pas la première fois à Nancy. Seuls les faiseurs et défaiseurs identitaires de tous bords ont tenté de profiter de l'occasion pour faire encore progresser leurs idéologies délétères. Que ce soit en avançant des explications toutes faites et des causalités douteuses, ou en niant la réalité des faits et leur portée politique, l'extrême droite comme l'islamisme politique sont à la manœuvre pour tenter de jouer avec les peurs et les tensions qui traversent la société française. Ça c'est facile à expliquer, si vous voulez, quand on vit dans un continent comme l'Europe qui retient son souffle entre 2 attentats et qui est disloqué sous la menace conjointe des radicalismes religieux et de l'extrême droite, c'est normal qu'on cherche à se poser la question de quelle philosophie publique peut nous permettre de s'en sortir le mieux et par le haut. Or, dans cette situation, il n'y a que 3 voies. Il n'y a que la voie
du renoncement, de la capitulation, de l'angélisme, et à ce moment-là, ce seront les radicaux de tous bords qui vont l'emporter. Soit il y a le repli, au contraire, identitaire, revanchard, xénophobe, et à ce moment-là, on aura troqué un risque intégriste contre un projet extrémiste, et au milieu, il n'y a qu'un idéal qui nous permet peut-être de s'en sortir par le haut, c'est la laïcité. Le politiquement correct et sa langue de bois semblent tout aussi étrangers à la personnalité de Malek Bouti, pas avare en expressions choc, pourvu qu'elle favorise la prise de conscience. Très récemment d'ailleurs, Malek Bouti appelait à une offensive anti-racaille dans les banlieues. La formule, empruntée une fois n'est pas coutume au champ lexical, qu'on pourrait dire attribué à la droite, a fait le tour des médias. Son but ? Dénoncer la prise en otage de populations fragiles et l'impuissance, parfois de forces de l'ordre, toujours plus démunies face à des groupes violents, toujours plus organisés et équipés, sûrs de leur impunité et persuadés de faire la loi dans les quartiers difficiles. Des intellectuels ont voulu affubler la laïcité de qualificatifs soi-disant pour la moderniser, pour, comme ils disent, l'adapter au temps nouveau. Mais ils ne visaient en fait qu'à la vider de sa substance. Ainsi fut-elle appelée à devenir moderne, nouvelle, ouverte, et plus récemment, et non par des moindres, inclusive, apaisée, voire même concordataire. Un superbe oxymore papiste. À chaque fois, c'est la République qui est attaquée. À chaque fois, ce sont ces principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité qui sont pris à partie. C'est son esprit laïque qui est mis en cause. À chaque fois, ce sont ses défenseurs qui sont pointés du doigt. Depuis 1995, il y a eu 271 morts par terrorisme, comme on dit. 100% des auteurs sont musulmans. À partir de là, on peut dire, sans se tromper, que... À vérifier, hein. Si on commence ce journal par ce projet d'attaque déjouée contre le chef de l'État, 6 personnes de la mouvance d'extrême droite ont été interpellées ce matin. Des hommes et des femmes soupçonnés de pouvoir basculer dans le terrorisme. C'est l'histoire d'AFO pour Action des forces opérationnelles. 2 fidèles de la mosquée âgés de 74 et 78 ans le surprennent sur le parking. Armés, l'assaillant tire sur eux et les blesse. Face à cette attaque répétée et convergente, il y a urgence. C'est pourquoi nous avons décidé de réagir collectivement en unissant nos forces, celles de tous ceux qui refusent de baisser les bras face aux atteintes contre la République et ses principes. Les principes qui forment notre commun par-delà nos différences. Et en fait, ce qui est flagrant, c'est de voir une génération qui se veut très antiraciste, mais qui est raciste en réalité. Parce qu'elle ne sait justement pas dissocier une vision identitaire des choses d'une vision réellement antiraciste. Donc en l'occurrence, chez beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui facilement pro-palestiniens, sans avoir forcément beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé le 7 octobre, et à l'enchaînement des faits, le jour du massacre, et des pogroms et des viols qui ont été commis en Israël, ces jeunes-là vont considérer que, par exemple, les Palestiniens sont plus victimes que les Israéliens du 7 octobre parce que les Palestiniens sont déracisés à leurs yeux et que les Juifs ne le sont pas. Y compris en Europe, et j'y viens, la question de la perception de ce qu'il se passe là-bas. Ici, Gilles Kepel, vous avez souvent parlé du fil finalement pas si tenu entre ce qu'il se passe là-bas, entre l'islamisme radical là-bas et la montée d'un islamisme radical ici. Moi, si cette marche avait été organisée pour lutter contre la haine contre les musulmans, je m'y serais rendu. Il y a eu cet acte insupportable devant cette mosquée à Bayonne où deux individus, 2 Chibani ont été attaqués. C'est épouvantable. La réalité, c'est que le mot d'ordre d'hier, c'était la lutte contre l'islamophobie. L'islamophobie, ce n'est pas la haine contre les musulmans. L'islamophobie, c'est un principe qui dit on n'a pas le droit de critiquer les religions. Il y a quelques années encore, la laïcité était comme l'air que nous respirons, une évidence. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Remise en cause de toutes parts, manipulée à des fins politiques par certains, attaquée à des fins religieuses par d'autres, ignorée de beaucoup par indifférence, elle ne semble plus défendue que par quelques-uns dont nous sommes bien évidemment. Mais nous voulons plus et mieux. Nous voulons qu'elle redevienne l'affaire de tous et de chacun, qu'elle reprenne toute sa place au cœur de notre contrat civique et social.
Et c'est une journée spéciale sur l'antenne de France Culture consacrée à la loi de 1905, 115 ans donc après la promulgation de cette loi entraînant la séparation des églises et de l'État, avec l'assassinat au mois d'octobre dernier du professeur Samuel Paty, remettant en cause un principe jusqu'alors intimement lié à l'histoire de France. À l'occasion donc de cette journée de la laïcité qui se déroule aujourd'hui. La France est un pays laïque, la laïcité... La laïcité, la laïcité, la laïcité, la laïcité, la laïcité, la laïcité. Liberté, égalité, fraternité et laïcité. La laïcité. La laïcité à l'école, la laïcité de l'État. La laïcité en France, la laïcité. La laïcité. Pose la question. T'as la laïcité. La laïcité. La laïcité. La laïcité. La laïcité. 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 La laïcité. La laïcité. Si nous-mêmes venons de la gauche et sommes soucieux de son état actuel, et plus encore de l'éloignement de certains en son sein par rapport à ses principes républicains, notre démarche s'adresse à tous. Elle n'entend pas nier les différences nombreuses d'appréciation ou d'orientation politique. Il nous paraît néanmoins indispensable de repartir du fondement même de notre contrat civique et social. La politique doit redevenir première et primordiale si l'on veut à nouveau pouvoir débattre librement et efficacement des options possibles et souhaitables de notre politique économique et sociale notamment. L'ex-président du Printemps républicain balance sur les méthodes de la France insoumise. Regardez ces propos. Mais moi, je suis convaincue, et je le défends depuis plus de 20 ans, qu'une gauche qui n'est pas claire sur ses valeurs, et qui n'est notamment pas claire sur la question du totalitarisme, de l'islamisme, de l'antisémitisme, de la laïcité, donc ces fondamentaux, est une gauche qui fait le jeu du Front National et du Rassemblement National, est une gauche qui favorise la montée de l'extrême droite. Et donc de ce point de vue, non, je fais partie de ces orphelins de gauche de la clarification. À l'autre bout du spectre, si proche dans les idées et si loin dans les sondages, Manon Aubry met en scène ses cours du soir d'apprenti tribun en poussant l'emphase dans les creux d'un texte vide de sens et de formules, comme d'autres se soufflent dans le derrière pour se regonfler l'ego. Le temps est donc venu de l'affirmation de principes, clairs, précis et déterminés, de principes pour l'action. Une action de citoyens libres et souverains en faveur de la laïcité et au-delà de la République. On ne va pas faire de répétition, ces principes, vous les avez compris, la laïcité et s'attaquer frontalement à la France insoumise. Pour nous, la République, c'est ce qui nous est commun. C'est à la fois notre bien commun, notre territoire commun et notre projet commun. Ce n'est ni un simple régime politique, ni la projection dans les institutions des opinions et croyances de la société. La République s'incarne dans un double combat, pour l'émancipation de chacun et contre toutes les dérives, assignations ou discriminations identitaires. Sur le principe, j'ai pas grand-chose à dire, sauf quand ça prend cette forme-là. Et en matière d'excès, parmi les affaires que vous revisitez minutieusement en essayant de faire la part des choses, il y en a une qui laisse le lecteur bouche bée, c'est celle dont vous avez été le témoin direct dans le milieu du cinéma au sein du collectif 50-50 qui lutte justement pour la parité et contre les violences sexuelles. L'histoire d'une pseudo-agression entre deux femmes lors d'une soirée du collectif où vous vous trouvez, on en reparlera peut-être. Mais ce récit illustre un double glissement. Le premier fait que tout se mélange, tout est mis sur le même plan. Viol, inceste, harcèlement, réflexion déplacée, voire pas de geste ou pas de réflexion du tout. Tous les MeToo ne se valent pas, écrivez-vous. Et puis glissement du principe, on vous écoute, à un autre principe, celui du on vous croit. Ce qui est drôle, c'est que quelques-uns... Pour nous, la laïcité est le ciment du contrat social républicain. Elle lie étroitement la liberté de conscience de chacun, puisqu'elle permet à chacun de croire, de ne pas croire ou de ne plus croire, et de le faire de manière totalement libre dans la société. L'égalité de tous devant la loi, puisqu'elle permet de mettre en avant chez chacun d'entre nous le citoyen, et la fraternité, puisqu'elle rend possible la solidarité entre individus et groupes sociaux sans qu'aucun lien particulier ou identitaire ne permette de privilégier tel ou tel. La laïcité ne se résume pas à la neutralité de l'État. Elle est une activité vivante et permanente à travers l'attention et l'action des laïcs dans la société, quelle que soit leur origine ou leur croyance. Alors pourquoi pas, mais bon, par définition, l'État n'est pas censé s'occuper des affaires religieuses. Pour nous, la nation est à la fois une histoire et un destin commun.
C'est le contrat civique et politique qui se noue dans ces grandes heures comme au quotidien par l'adhésion sans cesse renouvelée de chacun de ses membres à ses principes. Elle ne se conçoit qu'au travers du lien étroit et indéfectible avec la citoyenneté, dans le droit du sol et la souveraineté pleine et entière de la communauté des citoyens qui la composent. Je suis encore une fois obligé de pointer du doigt la contradiction entre ce paragraphe et la volonté du printemps républicain depuis ces 10 dernières années à contraindre les musulmans à plus de discrétion. Alors moi je dirais que ce sont aussi les politiques locales qui ont planté la haine dans la tête de nos enfants. Quand vous voyez que dans certaines villes depuis 15 ans, on nous met, en fait quand on a arabisé et islamisé les banlieues, et puis je peux vous dire que les banlieues, qu'on le veuille ou non, moi je ne prends pas des gants, je nomme les choses, les banlieues sont arabisées, ils sont islamisés, qu'on le veuille ou non. Ça c'est, il ne faut pas dire oui, il faut faire attention, les premières victimes ce sont les musulmans. Non. En revanche, on peut aller un peu plus au nord de Paris. Il existe une ligne de bus entière où tous les salariés sont musulmans et musulmans durs, on pourrait dire, qu'on appelle entre nous la ligne des barbus. Je ne veux pas que les enfants grandissent en s'habituant au voile, que ça devienne la nouvelle normalité ou la nouvelle norme. Alors, je ne vais pas vous proposer de solutions magiques, mais des choses simples. Et je pense que le printemps républicain, on n'est pas tous d'accord. Et c'est ça qui fait notre force. On n'est pas là pour être interchangeables. Prenons le consensus. Eh bien, justement, parlons de fermeté. Interdisons la présence des mères voilées dans les sorties scolaires. Tout simplement. Pour nous, l'universalisme se déduit des aspirations à une humanité commune, des luttes pour la même liberté au sein de chaque peuple, dans chaque société, en faveur de chacun. Il ne vient jamais s'imposer en surplomb et uniformément partout et à tous. Moi, je propose une mesure choc, c'est la mise sous tutelle des territoires qu'on appelle les territoires perdus de la République, c'est-à-dire les villes où vraiment le communautarisme a explosé, où l'antisémitisme a augmenté, où les agressions homophobes ont augmenté. Pour nous, le combat contre le racisme, l'antisémitisme ou tout autre préjugé à raison du sexe, de l'origine, de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la culture est sans répit ni repos. Toute discrimination à raison de l'identité de la personne est par définition anti-républicaine et anti-laïque. Contre l'assignation identitaire, contre l'alibi des différences, prétexte à la différence des droits, il y a la République. J'ai plutôt le sentiment que c'est une partie de la gauche qui a changé. Cette gauche qui préfère Baraka City à Charlie Hebdo, qui préfère Assa Traoré à Mila, qui traite Elisabeth Badinter d'islamophobe et qui préfère désormais la lutte des races à la lutte des classes. Pour nous, le principe de l'égalité entre hommes et femmes, et plus encore le combat permanent pour sa réalisation effective, sont au fondement des sociétés modernes. Il ne saurait être remis en cause pour des raisons de coutume, de croyance ou d'opinion. Pour nous, c'est le printemps républicain. L'affaire Bayou, dont on a eu le résultat de l'enquête externe qui était commandée par le parti Les Écologistes et qui, elle, vient de le blanchir. Et on peut aussi se demander parfois, dans des cas comme le sien, comment on arrête la machine, puisque la campagne de dénigrement contre lui ne s'arrête pas. Sandrine Rousseau ne reconnaît pas les résultats de cette enquête. Et voilà, il y a ça aussi, il y a des choses merveilleuses. Il y a évidemment des personnages puissants qui, enfin, sont amenés en justice et doivent répondre de leurs actes. Il y a Gisèle Pellico qui est applaudi, et je pense que ça aussi, il faut le dire, ça fait partie de cette collusion d'affaires, même si son mari violeur et qui l'a fait violer n'est pas quelqu'un de connu. Néanmoins, c'est aussi dans l'actualité de ces affaires-là. Mais il n'y a pas que les avancées, il y a aussi certaines questions. Moi, je suis pleine de questions et j'ai peu de réponses, en fait. Bon ben on peut lancer les activités. Enfin, allez, on lance les activités, c'est parti. Jingle. Bah non, j'ai pas fait de jingle parce que j'ai pas payé. Je proposais, après tu me dis ce que t'en penses, mais qui raconte chacun une blague non oppressive. Excellent.
Blague non oppressive. On voit le type de droite, il a généralement tendance à raconter des blagues assez, assez cringe, quoi. Honneur au dernier qui est arrivé. Ernesto, est-ce que tu connais, on se tutoie, hein, voilà, une blague non oppressive? Moi, je connais pas beaucoup de blagues parce que bon, c'est pas trop mon truc, les soirées blagues. Mais allez, on va essayer d'en raconter une. Deux jeunes enfants sont sur un bateau. Voilà, ils sont un petit peu trempés, voilà, ça clapote. Et puis là, il y a la petite fille qui dit à l'autre, voilà, est-ce que tu peux me prouver que tu es un garçon ou est-ce que tu es un garçon ou une fille? Pas mal ça. Et elle lui dit, pour le savoir, il faut que tu enlèves ton pantalon. Donc là, l'autre enfant enlève son pantalon. Elle lui dit, t'es un garçon, t'as des chaussettes bleues. Elle est mignonne. Ouais, enfin là, non, c'est border. Hein. C'est limite, quoi, le coup des... Ouais, alors, je reconnais qu'elle est pas méchante non plus, on va pas dire que c'est hyper raciste, tu vois. Limite raciste, validiste. Et Mussolino, une blague non oppressive? Ah oui, d'accord, donc une blague non oppressive de gauche. Alors, excusez-moi parce que je rigole en avance rien que de penser à la chute. La blague, c'est... Qu'est-ce qu'on trouve sous la jupe d'une arabe? Le trou de la sécu. Allez, calmez le jeu. C'est bon, il est là. Avec sa blague des chaussettes. On nous la fait pas. Non, on plaisante. On plaisante. On a une dernière activité quand même. On va lui donner une chance. C'était quoi ta dernière activité? Et tu sais quoi? Le répertoire de la chanson française est souvent attaqué. Pour être parfois un petit peu conservateur, voilà, soi-disant Léo Ferré, ce serait limite. Alors qu'on a des chanteurs qui sont, à mon avis, tout à fait représentants de la gauche. Donc, est-ce qu'on ne demanderait pas d'abord à Ernesto, s'il ne connaîtrait pas, une chanson de gauche, une vraie chanson de gauche, voilà, qui pourrait prouver allez, chante Ernesto. Ernesto. Ok, une chanson, mais vous savez, je suis pas vraiment un chanteur. Hein, Bon, je vais essayer une chanson de gauche. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia, et tu, querida presencia, comandante Che Guevara. Merci. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir non plus. Attends, mais tu chantes en espagnol, là. C'était pas français, hein. On est d'accord. Tu comprends le français? ¿Entiendes el francés, Ernesto? Je pense qu'on passe au vrai mec de gauche. Bah oui. Allez, Mussolino, allez, Mussolino, on t'écoute. Une chanson de gauche. Ok, alors, moi j'aimerais vous chanter une chanson d'un chanteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Michel Sardou. La chanson, ça fait: Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Autrefois à Colombéchard, j'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit, au temps béni des colonies. Le truc des 4 filles, ça j'aime bien ça. Ah là. En plus, c'est une bonne voix, tu chantes bien. Bon, je crois parce qu'on a fait notre choix. À titre personnel, oui. Je suis désolé. Ernesto et toi? Alors non, moi je pense que c'est Ernesto et toi. Ah non, j'aime ce mec-là. Je t'ai jamais vu. Alors là, on n'est que 2. Donc, à bien y réfléchir une fois que l'émission est terminée, ça n'a aucun sens. Parce que si on n'est que 2 et qu'il n'y a que 2 candidats, bah on sait forcément que c'est l'autre. Donc un des deux. Mais on va dire que ça fonctionne. Quand même, le concept fonctionne. Hein, je vous vois venir dans les commentaires. Moi, je dis Ernesto et toi. Ernesto et Foualier. Alors, est-ce que l'imposteur peut lever la main, s'il vous plaît? Le printemps républicain, né dans une période de chaos politique comme on en a rarement connu dans notre histoire moderne, s'est avant tout construit en opposition à la gauche qu'elle perçoit comme radicale, pour affirmer des valeurs autrefois réservées à l'extrême droite. Une défense acharnée de la laïcité, une dénonciation de l'immigration, ainsi que de ce qu'ils perçoivent comme les dérives des luttes sociales, qu'elles soient féministes, trans, antiracistes, anticolonialistes, etc. Leur manifeste sonne creux. Il sonne en réalité comme un terrible aveu, une promesse intenable contredite à chacune de ces lignes dans les jours ou les mois qui ont suivi sa publication, et rapidement, on réalise que l'ogre extrême droite qu'ils prétendent pourtant combattre finit par planer de son ombre sur chacune de leurs prises de position. Tantôt réellement modérée et même, je le dis, agréable à lire, tantôt en opposition frontale à tous les courants de gauche en France, tantôt en guerre ouverte contre les courants progressistes, le printemps républicain semble agiter un chiffon rouge, celui de la menace islamiste imminente
qui devrait nous faire abandonner tout autre combat au profit d'une idéologie à l'évidence xénophobe, orientée contre une et une seule religion, l'islam. Mais de partisans finalement peu engagés à gauche dans leur histoire personnelle, on pourrait me rétorquer que l'on ne pouvait pas attendre autre chose. Problème, c'est que la puissance médiatique de ces partisans leur permet, tout en dénonçant une soi-disant censure qu'ils subiraient, d'inonder la société de leurs éléments de langage. Prétendant parler et représenter une gauche républicaine, en opposition à celle de Mélenchon qu'ils jugent autoritaire, ils deviennent quelque part les idiots utiles de l'extrême droite, qui est toujours à l'affût de leur prise de position pour justifier que la gauche s'entre-détruit et qu'elle n'aurait en France plus aucun avenir. Mais la réalité, c'est qu'une gauche aussi molle, chassant sur les terres de l'extrême droite, plus représentée par d'anciens macronistes que par de réels révolutionnaires, c'est précisément cette gauche-là qui meurt actuellement en France. Comme un dinosaure qui n'aurait pas compris qu'il était déjà mort. Et leur manifeste, précisément, sonne comme l'ultime soubresaut de cette gauche, bien assimilée au capitalisme et à ses violences, écrasée désormais par de nouveaux représentants politiques qui ont encore pour eux l'espoir d'une transformation profonde de nos institutions. Le printemps républicain et nous, ça ne fait que commencer. Et cette année, nous reviendrons sur des faits sociaux d'envergure qui ont fait trembler la France. Des faits sociaux qui furent l'occasion pour le printemps républicain de tenter d'exister encore, en posant dessus un regard simplifié à l'extrême, sans jamais ne rien proposer d'autre qu'un pansement sur une jambe de bois. Mais, comme vous le verrez par vous-même, malgré les évidentes limites de leur vision du monde, celle-ci nous entache encore quotidiennement et nous empêche de penser à un demain révolutionnaire. Il faut qu'on parle. Alors, est-ce que l'imposteur peut lever la main, s'il vous plaît? Oh! Oh! T'es libertarien en vrai? Oui! Ah mais oui! Mais j'en étais certain! C'est ça le gauchiste de merde! Mais c'est quoi? Donc vous étiez tous les deux de gauche? Ah, je croyais que c'était toi. Mais vous êtes de gauche? Bah oui, évidemment. Ah bah non, je suis désolé, ça crève pas les yeux. Ah bah si, en revanche... non, ça crève pas les yeux. Je vais me permettre... Jordan? Ouais. Mais c'est un peu musulman, non? Ouais, d'accord. Ouais, bon, d'accord, ok. Super. Ah bah voilà! Ernesto aussi? Bah ils sont tous les deux de gauche, c'était des discours de gauche. Putain, j'avais pas compris. Tu vois, moi, étrangement, hein. Ah, pour moi, c'était clairement Mussolino. Eh bah écoutez, les gars, dans les commentaires, si vous l'aviez... N'hésitez surtout pas à nous le dire. Écoutez, il me semble que on y voit plus clair. Voilà. On y voit plus clair désormais. Voilà. Merci au public, merci aux invités. Ces deux discours sont donc bien des discours de gauche. Incroyable. Allez, à bientôt les amis. Ciao. Salut. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.